j'aimais ça, Twitter, moi. J'aimais ça. Je contribuais pas beaucoup, là. J'étais pas un participant, mais ça me faisait un beau petit fil. Ben, c'est un truc de journaliste, beaucoup. Quoique, j'imagine que parmi ce vaste auditoire qui est le nôtre, il y avait quand même plusieurs usagers, plusieurs usagères. Des points pour... Merci. Mais au-delà de ça, si ça n'avait pas été de mon travail, je sais pas, peut-être que j'aurais pas tant été un usager, mais ça m'était utile, tu sais, puis j'aimais ça. Mais là, j'ai enlevé ça, là, je peux pas... Allez-vous réagir ou vous allez me laisser monologuer? On te laisse... monologue! On te laisse développer ton idée. Oui, c'est ça. Non, mais êtes-vous déçu, fâché? Avez-vous une émotion? Indifférent à ce qui s'est passé? Bon, pour ceux qui ne savent pas, là, il y a un malade, un fou furieux qui a acheté la compagnie puis qui est en train de rentrer ça dans le mur. Qui fait pas la distinction entre des médias contrôlés par des États dictatoriaux et des médias dont une partie du financement vient du gouvernement. J'entends par là la BBC, NPR. NPR, je pense que c'est 1% du financement aux États-Unis. Puis bon, Radio-Canada, évidemment, qui reçoivent des fonds de l'État, mais... il y a un monsieur qui mélange tout ça et c'est hautement dangereux. Puis moi, ça fait en sorte que je suis pas capable. Là. Je suis pas capable de rester. Là. Je suis pas capable de participer à ça. Je trouve. Je sais que ça nous concerne parce qu'on travaille pour Radio-Canada, mais au-delà de ça, à notre époque, dans le climat actuel où il y a déjà beaucoup de désinformation, où c'est déjà pas clair de s'y retrouver, je dis que quelqu'un fasse ça, moi c'est comme. As-tu fermé ton compte? J'ai enlevé l'application sur mon téléphone. Ah oui, hein? Ouais. Carrément. J'ai pris mon téléphone, je l'ai lancé par la fenêtre. Ton téléphone qui a ceci de particulier, c'est qu'il est pas très gros. Qui est parfait pour entrer dans ma poche de jeans. Oui, vu que t'as pas de sacoche. Ouais. Non, mais je me suis fait dire récemment que j'avais un petit téléphone, puis... Ça, tu l'as pris personnel. Ça m'a blessé dans ma virilité, mais bon, il est très normal, mon téléphone. Oui, surtout que, comme on le disait, tu t'en sers très, très bien. Oui, l'important, c'est que... Ouais. Mais là, je m'en sers plus pour aller sur Twitter. Oui, écoute, c'est un grand cirque, là, tout ce qui se passe avec ce réseau social-là depuis qu'Elon Musk es-tu encore là? est à la tête. Oui, je suis officiellement encore là. Ça, c'est le fou furieux. Moi, je n'ai pas voulu le nommer. Personnellement, moi, Twitter, je m'en sers dans mon travail. Je sais que si j'étais pas journaliste ou si je travaillais pas dans le milieu des communications, je serais pas là-dessus. Là. Je doute vraiment. Je suis pas sûr, moi. Ouais. C'est pas... j'adore pas ça. Je peux le dire comme ça. Je trouve ça bien pour l'interaction avec les gens qui te lisent. Oui, vu qu'on fait un métier qui est public, je trouve ça intéressant qu'on puisse communiquer directement avec les gens qui nous écoutent, qui nous lisent, etc. Mais à part ça, et c'est vrai que ça sert de fil d'actualité aussi, là, c'est principalement pour ça. Mais tweeter, c'est plus souvent qu'autrement pour moi un fardeau. Et puis, c'est pas ça paraît dans tes c'est tweets, pas le réseau social sur lequel je m'amuse le plus, disons, à la base, de toute façon. OK. Mais tu le regardes, mais fais bon sang! Pour l'instant, oui, mais pour l'instant, on m'a pas dit qu'il fallait que je me désinscrive. Non, mais toi, là, ça te fâche pas? Tu trouves pas que c'est c'est aberrant? Oui, mais j'en suis presque plus à en rire que d'autres choses. Là. Peut-être que c'est mon cynisme. Je ne sais trop. Je trouve pas ça drôle. Martin. C'est un médium ou un outil de communication qui est génial, Twitter. Pour les gens qui veulent être bien informés, qui aiment suivre des journalistes en particulier, tout ça, je trouve que c'est un outil extraordinaire. Malheureusement, il est entre les mains de quelqu'un qui ne comprend pas l'importance de l'information pour la démocratie, pour... le vivre ensemble. Un thème général, le vivre ensemble. Ouais, et je trouve ça extrêmement... Ça me fait peur de voir que des médias importants puissent aboutir comme ça entre les mains de gens qui sont mal intentionnés ou qui sont simplement ou qui comprennent pas le monde dans lequel ils vivent. Alors que je ne sais pas si je vais me retirer, mais depuis qu'il y a eu le changement de propriété, je me pose la question. Ça va probablement arriver à un moment donné. Moi, je me posais la question, puis on en a peut-être même parlé quand c'est arrivé. Mais moi, ce qui est arrivé là, puis je réitère que je pourrais travailler ailleurs, là, puis j'aurais eu la même réaction. Je trouve ça, c'est ça. Je trouve que c'est des amalgames qui sont dangereux de mettre des médias qui proviennent de différentes, j'allais dire de différentes démocraties, mais je veux dire... c'est même pas les démocraties. C'est ça,
quand on parle des médias chinois ou des médias russes, c'est pas des médias qui sont installés dans des démocraties. De mettre ces médias-là sur dans la même conversation que des médias qui reçoivent. Puis la vérité, là, parenthèse, là, c'est que au Québec, au Canada, là, il n'y a pas de média là, qui est purement privé. Là. Je veux dire, il y a des subventions, des subventions partout. Il y a des crédits d'impôt. Je veux dire, c'est notre réalité au Canada en raison du bassin. Évidemment, je mets pas je mets pas les médias privés au même niveau que Radio-Canada en ce qui a trait au financement public. Là. Mais je veux dire, cette idée-là là, de pureté capitaliste des médias canadiens, c'est un peu une lubie. Oui, puis de toute façon, à partir du moment où tu as un propriétaire, même privé, il a lui-même ses intérêts. Il peut y avoir... ce propriétaire-là peut avoir d'autres propriétés ailleurs et on pourrait dire, ben là, si les journalistes du dit journal iront jamais couvrir tel événement parce que le propriétaire du journal a des intérêts dans ce qui... C'est un peu flou ce que je dis, mais vous comprenez, là, les propriétaires... C'est ta signature, ça. C'est flou ce que tu dis, mais... on finit par comprendre entre les lignes. Ça, je suis un excellent un bon communicateur. Écoute, ça sent mais donc, tout le monde a ses intérêts, puis ici, à CBC Radio-Canada, c'est ce qu'on appelle un organisme parapublic, donc il y a un budget qui est alloué, puis après ça, c'est les gens qui sont dans la boîte qui déterminent comment ça va se passer, mais c'est ce qui est le plus triste là-dedans, c'est que ça alimente la confusion, qui est déjà assez grande à notre ère, peut-être plus qu'avant la pandémie, disons, et puis il y a des gens qui vont croire ça, et qui ne feront pas la distinction entre, justement, un média russe, la télévision nationale russe ou celle financée par l'État canadien, exactement. Donc, comment vous vous sentez depuis que vous savez que vous travaillez pour un média d'État? J'appelle ça souvent le média national. Moi, quand je fais des requêtes, des demandes... Oui. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si les réponses aux demandes d'entrevue vont venir plus rapidement. Hey, sinon, c'est la police qui débarque. mais cela dit, moi, j'ai travaillé ailleurs dans le monde des médias avant d'être ici. Et... on a c'est le retour. Notre figurant, le gars du livre, qui est de retour. C'est le 4e membre. D'ailleurs, j'en profite. C'est comme le 4e Beatle. C'est notre George. Comment il s'appelait, George? George Harrison? George Harrison. Non, le 4e Beatle. Ringo? Non, ça, c'est des... c'est le 5e Beatle. OK, c'est le 5e Beatle. C'est le 4e mousquetaire. Les gars, ils ont de la culture. D'Artagnan. Alors, non, c'est ça. Mais moi, honnêtement, je suis très, très fier de travailler ici. C'est un endroit extraordinaire pour faire de l'information. Et à côté du lift? Là, le niveau de rigueur, le niveau de professionnalisme est incroyable. Alors voilà, je voulais juste mentionner ça. Bon, tu as raison. Puis c'est un bel endroit aussi pour manutentionner pour opérer un lift, disons ça en bon français. Un monte de charge. Ça me fait penser que la semaine prochaine, il est prévu qu'on enregistre dans notre nouveau garde-robe. Oui. Puis je me suis assuré que le gars du lift soit là. Alors, il n'y aura pas beaucoup de place pour manœuvrer, mais d'après moi, il peut juste allumer la... Peux-tu juste partir le petit buzzer, s'il te plaît? En tout cas, la réponse la semaine prochaine. OK. Aujourd'hui, est-ce que Toronto peut être plus Toronto que Toronto? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quelques prédictions audacieuses. Et l'année prochaine, les attentes vont changer. C'est tellement hockey, épisode 233. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, parce que de moins en moins affecté aux affaires du Canadien, j'imagine, j'ai nommé M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Et notre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Salutations, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Puis, au niveau des attentes, les attentes vont changer. Ah! Et voilà. Là, j'espère que vous étiez attentif. Là. J'espère que vous n'étiez pas en train de tourner le coin. Les gens écoutent beaucoup les balados en joguant. Alors, j'essaie de... Oui. J'essaie de les encourager. C'est bon rythme. Lâche pas bon rythme. Très bonne foulée. C'est en train de me dire qu'on va parler du Canadien alors que les séries éliminatoires sont commencées. Exactement. Parce qu'on est à Montréal. Et à Montréal, c'est comme ça. On va parler du Canadien à toutes les semaines. Non, peut-être sûrement pas. Jusqu'au mois d'août. Jusqu'au mois d'août. Après ça, le camp va commencer. Oui.
On parle-tu des séries un peu ou peut-être à la fin, quelle série? S'il reste du temps. Oh oui. S'il reste du temps, oui. Y a-tu des séries? On n'a pas de série. On n'a pas de série, il n'y a pas ça ici. Alors, on se débarrasse de ça et on parle des séries. Juste un mot vite, là, un petit mot vite, parce que bon, c'était le bilan, mais tu sais, la semaine passée, tu disais, ça fait 2 mois qu'on le fait, le bilan du Canadien. Mais j'ai gardé ce court extrait, donc je disais, j'espère que vous avez été attentifs, parce qu'il était très, très court, mais c'est Kent Hughes, lors du bilan final de la saison, sans qu'on lui demande. C'est quoi le plan? On lui a demandé c'est quoi le plan, mais Hughes qui dit que les attentes vont changer. Puis moi, j'étais content. On en a parlé, Alex, d'ailleurs, depuis. T'as pensé à moi quand il a dit ça. Ben oui. Pourquoi? Ben parce que t'arrêtes pas de répéter que tu veux pas qu'on parte la saison en disant qu'on va manquer les séries chez le Canadien. Voilà. Donc, pensez-vous qu'effectivement, on va partir la saison? Parce qu'il a dit un peu plus tard, c'est ça, il a dit on partira pas la saison en pensant qu'on fera pas les séries. On va essayer, on va se battre. Mais ce sera pas grave si on les fait pas. Non, mais c'est un changement de ton, Martin. C'est ça. Est-ce que c'est un changement de ton? Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de risque à tenir ce discours-là parce que je pense que les dirigeants du Canadien ont été surpris par leur équipe. Si on en a parlé de ça il y a plusieurs reprises. Le Canadien a connu un rendement X, 31 victoires, mais il y a eu une hécatombe de blessures. Ouais. Ça a été épouvantable et on n'a pas vu vraiment ce que cette équipe-là pouvait donner. Et si le Canadien fait juste connaître une saison normale en termes de blessures la saison prochaine, avec les jeunes qui ont pris un peu de métier, tout ça, ça devrait forcément être mieux. Puis si tu remportes 38 victoires dans la Ligue nationale, tu vas assez loin en termes... ton élimination mathématique arrive assez tard durant la saison. Fait que, écoute, est-ce que cette équipe-là va aspirer aux séries la saison prochaine? J'en doute, mais c'est normal aussi que les attentes soient à la hausse d'une année à l'autre. Là. Tu peux pas... C'est important même, dans le cas qui nous intéresse. Il faut qu'il y ait une progression. Si tu veux avoir une culture gagnante, à un moment donné, il faut que tu aies des attentes un peu plus élevées d'une année à l'autre. C'est ça, c'est juste une marche. Dans le fond, ils montent une marche. Ils montent une marche ou deux. Puis l'année dernière, il n'y a jamais été question de série avant même le début de la saison. C'était clair. On disait on veut progresser individuellement et collectivement. Et puis on savait qu'il y avait la course à Connor Bedard aussi, là, donc la course inversée, si on veut. Alors, c'était très, très clair, tu sais. Tandis que là, le message va être... Il n'y a pas de Connor Bedard cette année. Il n'y a pas de Connor Bedard. On va essayer d'être compétitif. Ouais. C'est un peu ça, dans le fond. Mais oui, c'est une marche ou deux de plus. Puis c'est normal parce que, dans le fond, moi, je considère que c'est un peu comme l'an 3. L'année prochaine va être l'an 3 de la reconstruction du Canadien. Forcément, je comprends que c'était pas le plan l'année dernière d'être aussi mauvais, mais c'est ça qui est arrivé. Là. Puis ils ont liquidé tout le monde, puis ils ont repêché au premier rang. Donc la première année de la reconstruction, forcément, c'était pas cette saison, c'était l'an passé. Donc l'année prochaine, on va être à l'an 3 de la reconstruction. Et puis, ils devraient s'en rapprocher. Ça va dépendre de ce qu'ils font cet été aussi. Mais tu sais, Kent Hughes avait été très agressif l'année dernière dans le coin du repêchage. Ils ont dit qu'ils ont l'intention de faire la même chose. Exact. Combatif. Ça peut être intéressant. C'est ça. Donc, tout dépend de ça, là, en bonne partie. Qu'est-ce qu'il va être capable de tirer de son chapeau. Alors, au moins, c'est intéressant parce que tu veux entendre ça. Tu veux entendre un changement de ton. Non, puis moi, je pense qu'ils comprennent aussi que la magnanimité avec laquelle leur plan et leur philosophie a été accueillie par la base de partisans jusqu'à présent a certainement ses limites, là. Cette année, on peut pas dire qu'ils ont été si impatients. Peut-être un petit peu plus vers la fin. Reste que la saison s'est terminée puis c'était pas sous les huées ni rien. Mais on n'était pas à l'ovation monstre là, de la fin de l'année dernière quand ils ont battu les Panthers 10-2. Il y avait déjà une différence d'une année à l'autre. Exact. Moins de gens dans les gradins. Il y avait moins de monde dans les gradins aussi. Alors, particulièrement, je pense, à partir du moment où Caulfield s'est blessé, c'est parce que là, ça te prend des raisons aussi pour payer ces montants-là pour aller passer une soirée. Même si on te donne les billets, tu sais, ça faut... Exact. Ça se peut que tu aies le goût de faire autre chose. Non, puis, il faut se rendre, il faut revenir. Si tu as le malheur d'avoir soif... Ça va te coûter $100 de stationnement, 100$ pour boire une bière puis manger un hot dog. Donc, c'est sûr que ça revient quand même cher. Et
Une bière à 100$. Ça désaltère. Mais 75, puis 25 le hot dog. Mais j'exagère un peu. Mais quand même. À peine, ouais. À peine. Mais ça prend des raisons là, pour aller voir l'équipe. Il faut que ça soit excitant. Puis Caulfield en est une, certainement. Et puis s'il y a d'autres transactions, manœuvres qui sont faites cet été, qu'on arrive avec une équipe théoriquement un petit peu plus compétitive. Et comme Martin l'a dit, juste si tout le monde est en santé, elle devrait l'être là, davantage. Alors oui, un peu tout le monde s'attend à une progression. Puis je pense que contrairement à cette année, il serait heureux de faire les séries. Oui, c'est ça. À mon humble avis. Puis on en a parlé, il y a eu quelques indices cette année. Là. Le fameux match contre Philadelphie, il y a eu quelques indices que, c'est ça. Gagner, comme Hughes disait, c'est bon de gagner jusqu'à un certain point. C'est bon de perdre jusqu'à un certain point, mais c'est bon de gagner jusqu'à un certain point aussi. Puis vite, juste pour... on va emballer ça puis enchaîner, mais... on a beaucoup parlé des blessures, évidemment, puis ça a été un thème récurrent pendant les différents bilans. Mais d'entendre Gallagher, Moynihan aussi, prendre une partie du blâme, c'est peut-être quelque chose... Quand nous, on en a parlé, moi, j'avais pas tant pensé à ça. Est-ce qu'il n'y aura pas justement un travail d'éducation important à faire? Tu sais, moi, Gallagher, je l'aime bien, là. Mais à un moment donné, si c'est ça si c'est lui l'exemple, je pense que c'est lui qui a dit il va falloir que j'apprenne à faire la différence entre endurer la douleur et être blessé, ou être gravement blessé. Puis, j'allais dire, si c'est ça le modèle dans la chambre, il faudrait repenser le modèle un peu. C'est le modèle du joueur de hockey. Point, là. Non, mais moi, j'étais sans connaissance. Honnêtement, quand j'ai entendu ces explications-là de la part de deux... T'étais surpris? À un moment donné, il y a être courageux, il y a vouloir supporter ses coéquipiers, puis il y a être bête. Puis, écoute, c'est des gars qui gagnent des millions de dollars. Leur carrière dépend de leur état physique, de leur santé. Ouais. Si t'es pas capable de faire la différence entre le match numéro 22 dans la saison régulière, puis quand t'arrives au mois d'avril, puis il faut absolument y aller à la vie, à la mort, jusqu'à la fin des séries éliminatoires, t'as un maudit problème si tu comprends pas ça. Là. Non, puis jouer avec une fracture pendant 8 matchs avant de dire « Ah, ben finalement, ça marche pas. » Combien de matchs il a coûté, combien de présences Gallagher il a coûté aux Canadiens et Monahan parce qu'il voulait jouer absolument contre Calgary. Oui, mais ils l'ont gagné ce match-là. Oui, on l'a gagné le match, mais tu as pu rejouer de la saison. C'est comme un point de fierté. Moi, ce qui me fascinait, c'est que c'était comme un point de fierté de dire... On l'a gagné, le match à Calgary. Écoute, moi, j'entends ce point de presse-là. Je suis propriétaire du Canadien. J'ai envie de l'amener dans le garde-robe en arrière, de le frapper à coups de batte de baseball. Là. Écoute, tu n'achèteras jamais l'équipe. Non, mais écoute, parce qu'il va être sérieusement blessé. C'est une mentalité de 1908. Là. Ce gars-là, en plus, dans sa carrière, c'est une saison déterminante. Il a été opéré aux hanches. Il y a des questions à travers la Ligue nationale sur sa fragilité. Là, il a l'occasion de disputer une saison complète, de rétablir sa valeur à travers la Ligue, de relancer sa carrière, parce qu'il voulait jouer le match à Calgary. Il est sorti de la saison, il a joué 25 matchs. Il va peut-être signer un contrat à 1,5 million la saison prochaine. Alors qu'il s'enlignait sur un vrai contrat intéressant. 18 points en 25 matchs. On parle de il était essentiel. Millions de dollars de différence. Là. Il était essentiel au succès du Canadien. Et je l'ai mis entre guillemets là, à ce moment-là. Donc oui, mais moi, j'étais vraiment pas surpris. Vraiment pas surpris. Moi, comment ça? Parce que les joueurs de hockey font... Non, mais je veux dire, pense... Non, mais juste le nombre de joueurs de hockey Monahan, qui fait ça, même Jeff Gorton l'a dit, vous seriez surpris... Il a dit dans son point de presse, vous seriez surpris de voir, de constater à quel point ça arrive souvent que des joueurs jouent sur quelque chose, puis après un certain nombre de temps, ils viennent nous voir. Ils me disent, ouais, ça fait longtemps que j'ai mal. Peut-être que finalement, c'est peut-être plus sérieux que ce que je pensais. Puis là, t'as une fracture au poignet, regardons ça, ou t'as une hernie à la haine, à l'aine. À la haine. Ça, c'est... Mais écoute, il faut que ça change. On a parlé toute la saison des 600-700 matchs ratés. Ouais. Juste là, tu en as une centaine avec ces deux joueurs-là. Puis, tu sais, t'as Kirby Dach qui a joué, il était en mauvais état pendant longtemps avant de tomber sur la liste des blessures à un moment donné. Je pense que les entraîneurs doivent allumer aussi à un moment donné. Là, tu le vois que le gars joue blessé puis qu'il n'est pas... puis qu'il est dans le milieu de la saison et que ça veut rien dire. C'est de la responsabilité de l'équipe, je pense, rendu là, parce que
si justement tu n'es pas capable de protéger, si les joueurs sont pas capables de se protéger d'eux-mêmes, il faut que tu le fasses. Donc, il y en avait sûrement des signaux là, dans le cas de Gallagher, il devait marcher un petit peu moins fluidement. Là, puis ça foulait, contrairement à la vôtre actuellement, au jogger qui nous écoute. La sienne était probablement plus cahoteuse. Alors peut-être que quelqu'un aurait dû juste lever un petit drapeau et dire là, Brandon, viens donc passer un petit test d'imagerie par résonance magnétique. Là, on va en avoir le cœur net. Ouais. Alors, si les joueurs n'ont pas encore évolué à ce niveau-là, ne sont pas capables de changer cette mentalité-là, pas tous, mais visiblement plusieurs, je pense que c'est de la responsabilité du club pour leurs propres intérêts de dire, écoutez, t'as reçu tel coup, t'as bloqué tel lancer, ça a eu l'air de te faire vraiment mal, on dirait que tu boites un peu. On va faire une radiographie. On va faire une radiographie, là, tu sais, on niaisera pas là, avec ça. Mais il y a un gros problème culturel là, autour de ça, là. Les joueurs savent que c'est mal vu quand t'as pas des 82 écrits à côté de ton nom saison après saison. Ils jouent pas des saisons complètes. Il y a une méfiance viscérale des athlètes par rapport aux équipes médicales des équipes parce qu'ils savent que ce qui se dit entre le médecin et eux, ça se promène dans l'organisation puis que ça peut être retenu contre eux éventuellement dans des négociations contractuelles ou autres. Mais tu sais, dans le cas de Gallagher, ça s'applique pas. Lui, Gallagher a son contrat à long terme, mais écoute, ça me... Et les joueurs savent qu'il n'y a aucune loyauté de la part des organisations. Là. Quand tu es blessé et tu es moins performant qu'avant, ils te changent pour un autre puis ils ne posent pas de questions. Prends soin de ta santé et je vais comprendre qu'un gars arrive au mois d'avril ou qu'il arrive dans le deuxième tour des séries éliminatoires puis qu'il dit au médecin « Ah ouais, injecte-moi ce que ça prend, je vais aller jouer. » Puis c'est correct parce que c'est dans la période de la saison où ça se passe. Mais au mois de novembre, mais au mois de décembre, jouer avec des blessures comme celle-là, ça dépasse l'entendement. Exactement. Mais ça, wow. On fait un vœu, C'est de la magie. Incroyable, les gars. Non, sur le plateau. C'est ça que ça fait 233 épisodes de balado. Non, mais il y a aussi le problème, tu as exposé un problème culturel du système, mais il y a aussi la philosophie du joueur de hockey. C'est glorifié. Ouais. C'est glorifié de jouer Gallagher blessé. Incarne ça. Il incarne ça à 100%. Il faut qu'il arrête. Parce que c'est un mauvais exemple pour les autres. C'est un leader négatif. Ça démontre que tu es courageux, que tu es capable de surpasser la douleur, de transcender ton corps, de tout sacrifier pour la cause ultime, pour le bien de l'équipe. Et ça, c'est glorifié et c'est un problème culturel. Capable de scraper ta saison pour un match du mois de novembre, c'est con. Non, mais c'est pas moi que tu as besoin de convaincre. Je sais, mais c'est pas intelligent. Quand on regarde ça objectivement, c'est pas intelligent. Et si les dirigeants du Canadien veulent s'attaquer, ça fait 2 ans de suite que l'équipe est première au niveau des matchs ratés pour cause de blessure, à un moment donné, il faut que les joueurs collaborent aussi. Là, tu peux pas placer le fardeau sur les médecins de l'équipe qui se font cacher des blessures par les joueurs ou dire que c'est l'équipe qui s'occupe de la période de réhabilitation, de rééducation qui est pas correcte, qui travaille pas bien. Là, si les joueurs cachent des blessures, ils sont pas suffisamment responsables pour... Si tu as vraiment les intérêts collectifs de l'équipe à cœur, il faut que tu saches, il faut que tu sois capable de dire je vais me retirer tout de suite, je vais être absent pendant 10 jours au lieu de manquer 3 mois. Ça prend un peu de recul d'être capable de dire ça, puis ils ont souvent le nez collé sur la glace, puis c'est ça le problème. Alors, donc, dans le fond, le Canadien, c'est l'équipe la plus courageuse. Oui, et c'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne. Arrêtez le courage, là. Non. Je tiens à m'excuser parce que moi, j'ai ça. Je mettais en doute le travail de toute l'équipe de thérapeutes et de médicales du Canadien. Je tiens à m'excuser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lacune de ce côté-là. Mais il y a peut-être un bon pourcentage sur les épaules des joueurs. Bon, c'est dommage, on n'a plus de temps pour parler des séries. Les Maple Leafs de Toronto en quête d'une première Coupe Stanley depuis 1967 et qui se retrouve sur leur route encore, le Lightning de Tampa Bay, qui n'a mis qu'une minute 18 secondes à servir un premier avertissement, celui de Pierre-Édouard Bellemare. C'était 1-0 avant que les partisans aient eu le temps de s'asseoir. Ha ha! Bien dit, Guy Daou, Sport Express, du lundi au vendredi, en fin de soirée. Un rendez-vous. C'est un rendez-vous? Oui. Je fais souvent des apparitions. Ah oui? Moi, ça? Ah ben là... C'est une raison supplémentaire, si besoin était d'en ajouter une. Oui. Non, c'était pas nécessaire, mais merci pour... donc, je pense qu'on va s'en servir parce que c'est une belle façon d'aller ailleurs et c'est là qu'on s'en va. Je vous rassure, là, on a du temps pour parler des séries. J'étais pas... il restait encore 3 semaines à la saison qu'on avait hâte que celle-là commence.
peux pas dire que le premier match... Moi, je me rappelle d'avoir regardé quelques minutes. C'était il y a 2 semaines. Il y avait un match de saison entre les deux équipes. J'en ai regardé 10 minutes. Je me disais, ça promet. Je suis un peu resté sur ma faim. Je sais pas, commentaire général? Un peu, ouais. La deuxième période était bonne. Oui, mais... Ça a commencé à brasser quand les Leafs ont fait 3-1, 3-2, puis ils semblaient être de retour dans le coup à ce moment-là. Puis là, t'as senti l'intensité monter, et puis ils se sont tirés dans le pied, comme on dit. Ouais. C'est de leur propre faute. La mise en échec de McCabe sur Michael Eyssimont, là, qui il venait de faire 3-2 à ce moment-là. Il a sonné les gurlots devant le banc du Lightning. Ouais. Tu te dis que ça va peut-être avoir un effet positif d'entraînement, mais tout de suite après, il y a eu une punition, 4-2, et puis le geste stupide de Michael Bunting. Puis à partir de ce moment-là, le match a été terminé. Donc, ils se sont eux-mêmes sortis de la rencontre, en fait, parce qu'ils étaient revenus. Là, après un très mauvais départ, ils étaient revenus dans le match complètement. Alors, ils n'ont que à blâmer, je pense. Mais, contraire, tu sais, ils font un peu le contraire de... Est-ce que c'était l'année dernière qu'ils avaient gagné 5-0 le match initial? 5-0, ouais. Donc, moi, ça m'apparaît comme une bonne façon d'entamer. Bonne stratégie, exactement. Je serais très fâché ce matin si j'étais dans l'équipe de direction des Maple Leafs de Toronto. Tu as une équipe qui a goûté au sang un peu la saison dernière en série contre le Lightning, qui les tenait dans le creux de la main. Ils n'ont pas été capables de terminer le travail et on pensait à ce moment-là, OK, les Maple Leafs ont senti qu'ils sont capables de battre cette équipe-là. Ils vont être prêts quand les séries vont commencer. Ça fait plusieurs mois qu'ils savent, les Maple Leafs, qu'ils vont jouer contre le Lightning de Tampa Bay. En première période, c'était comme s'il n'y avait eu aucune préparation. Là. Comme s'ils avaient été intimidés par le Lightning. C'était pitoyable, honnêtement, le niveau de préparation. Ils ont peur. Ils ont peur de gagner, Martin. Écoute, peut-être où ils régressent par rapport à où ils étaient, mais pourtant, c'est pas supposé. Ils ont une meilleure formation. Je pense que oui. Moi, je les ai choisis pour remporter cette. Mais moi, je suis un peu sérieux quand je dis que c'est le temps, là. C'est correct, là. C'est correct d'être tout croche au match numéro 1. C'est le temps. C'est pas, habituellement, ils ont de la misère au match numéro 7. Non, mais je suis sérieux. Je veux dire, c'est correct. Faut se rendre au match numéro 7. J'aime ton optimisme, c'est ça. Mais cela dit, il y a déjà après un match éliminatoire, tu as déjà une question qui surgit qui semble éternelle à Toronto. Qui va être devant le filet lors du prochain match? Moi, quand les gens des réseaux sociaux sont venus nous voir la semaine dernière pour poser diverses questions là, sur les séries, il y avait qui peut être le joueur surprise? Et dans mes deux joueurs, je me rappelle. J'avais Joseph Wall, le deuxième gardien. En fait, c'est le troisième gardien des Maple Leafs. C'est parti pour être ça. Ça pourrait être ça. En tout cas, il va avoir l'occasion, probablement. Moi, je pense que c'est leur meilleur gardien. C'est le meilleur gardien qu'ils ont en ce moment dans l'organisation. On verra ce que ça donnera. Mais il faut qu'il y ait un coup de barre qui se donne tout de suite, là, parce que si les Maple Leafs ne remportent pas ce prochain match-là devant leurs partisans, s'en vont à Tampa. Après ça peut débouler vite. Puis... écoute, je ne sais pas s'ils ont déjà installé la guillotine sur la place c'est sûr que... devant l'amphithéâtre, là, mais Kyle Dubas, on va dire, ça pourrait se mettre à débouler très, très vite. Ça pourrait être un mélodrame assez majeur à Toronto. Alors, j'ai très hâte de voir comment cette équipe-là va réagir, parce que dans les grands moments, au cours des dernières années, ils ont montré qu'ils n'étaient pas toujours présents. Voilà. Le dossier principal que Dubas devait régler, c'était de trouver un gardien. Puis ça fait 5 ans qu'il est le DG de cette équipe-là. Et puis, il l'a jamais fait. Donc, si le Lightning élimine les Leafs au premier tour, je suis pas mal certain. Il n'y a plus de contrat. C'est terminé, mais avec raison. Il n'a pas réussi à combler cette lacune-là qui est récurrente. Puis, il n'a juste pas été capable de le faire. Donc, il n'a pas été capable de faire sa job. C'est tout. Mais là, vous savez comme moi que Victor Edman a quitté le match. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais là, c'est ça. C'est sûr que si... Ça peut changer la suite. Ben là, c'est sûr que si les Leafs sortent tous les joueurs du Lightning un par un, ils vont peut-être finir par gagner. Chernak, ça fait mal. Chernak et Edman en même temps, là, c'est plus la même chose. Surtout que la défense du Lightning est comme la vieille jument. Elle est plus ce qu'elle a déjà été. C'est dans les Simpsons. Je sais. Pour ceux qui n'ont pas la référence, peut-être. La vieille jument est plus ce qu'elle a déjà été. Mais la défense du Lightning non plus, depuis qu'ils ont perdu Ryan McDonough. Et tout ça, c'est
phénomène d'attrition en raison du plafond salarial. C'est pour ça que Palat est parti. C'est pour ça que Ryan McDonough est parti. C'est pour ça que Tyler Johnson, peut-être pas. Là. Je pense qu'on était rendu au bout du parcours à l'époque, mais quoique. Mais ils en ont perdu plusieurs des gars comme ça. Et ils ont toujours réussi à se renouveler par du bricolage à gauche, à droite, des bonnes manœuvres de Julien Brisebois et tout. Mais là, la défense, à la base, est moins performante que ce qu'elle a déjà été. Edman est encore excellent, mais est plus le mâle alpha de la Ligue nationale, là. Ce qui était, à mon avis, lors de leurs 2 conquêtes, avec Makar, mettons. Et puis, c'est ça, plus de McDonough. C'est moins étanche que ce que c'était. T'sais, déjà, tu avais Darren Radish a joué 24 minutes hier. Le gars de l'album d'Astérix, hein, il est bon, lui. C'est pas Ian Cole qui... Ian Cole 24, mais Radish aussi, là, je pense. Non, c'est ça, ils sont rendus loin dans... Radish 23-37. Et Ian Cole 24-18. Donc, c'est ça. Ils se sont retrouvés à 4 défenseurs. Puis là, c'est Aiden Fleury, probablement, et Zach Bogosian qui vont entrer dans la formation, mais tu te retrouves avec 2 troisième paires / quatrième, presque. Le personnage d'Astérix, il a joué combien de temps, lui? Quel personnage d'Astérix? Père Bix! Aïe, aïe, les gars, il faut que je me répète. Ma blonde a dit, Alex, c'est quand tu fais une joke et qu'elle marche pas, tu la répètes jusqu'à temps qu'elle marche. Ben, regarde, ça va être comme ça. Nick Perbix. Ris! Il s'appelle Père Bix. Il trouve ça drôle. Perbi ou Perbix? Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Mais bref, c'est ça. Alors ça, s'ils perdent les 2 gars, mais... ça peut faire mal. Quel coup sans dessin. Quel sans dessin. Honnêtement, là, Bunting, et puis il va essayer de... Ça mérite suspension. Ben, j'espère. Il va s'expliquer avec le département de l'insécurité des joueurs, nous dirait Martin, à 15h, heure de l'Est cet après-midi. Donc, vous savez s'il y a suspension ou pas, mais j'espère que ce sera le cas parce que, honnêtement, Cernak je veux dire, on n'a même pas besoin de l'expliquer, il est tellement loin de la rondelle, se doute de rien. C'est un coup de coude violent à la tête, il vise la tête, il lève le coude. La rondelle n'était même pas dans le même cas de régime. Non, ça ressemblait honnêtement à un coup délibéré pour sortir un adversaire important. Complètement. Et donc, ça mérite une suspension exemplaire. Nazem Kadri en a eu des suspensions quand même assez exemplaires en séries éliminatoires avec les Leafs dans les dernières années. Ça ressemblait à un geste de Nazem Kadri. Ouais, j'espère qu'ils vont opter pour la même ligne dure. Bon, restons dans l'Est. Tiens, ça va être l'occasion de visiter une première fois le beau tableau de prédiction que les gens des réseaux sociaux, quand tu as dit tantôt, Martin, quand les gens des réseaux sociaux sont venus nous voir, je trouvais que ça faisait un peu média d'État. Les gens des réseaux sont venus nous voir et ils nous ont dit, là, ça va marcher de même. Il y a un cabotin qui a pris les Panthers dans la série qui les oppose aux Bruins. Quel zouf. Je pensais me faire ramasser davantage dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Tu sais, je cherche un peu... Je cherche ça. Les gens sont conciliants quand même. Ah, les gens connaissent ton personnage. C'est plus que je pensais. Bon, mais c'est pas... Encore là, je garde confiance. Je veux dire, c'est correct. Ils ont perdu le premier match. Tu les as pas pris en 4. Non, mais moi, la vraie prédiction, c'est que les Browns ne gagneront pas la Coupe Stanley. Honnêtement, dans le premier match, les Panthers ont pas mal joué. Non. Puis les Browns n'ont pas été spectaculaires. C'est vraiment pas. Mais j'avoue que j'exagère un peu, là, mais c'est ça. La prédiction de fond, c'est que les Bruins ne gagneront pas la Coupe Stanley. Je m'y refuse. Cela dit, voilà, vous l'avez bien dit, c'est allé du côté des Browns, puis... Ben, c'est ça, Alex Lyon, je veux dire. Ouais. Ça se résume à ça, là. Ouais. Un mauvais but. Ben, entre autres. Pensez-vous qu'on va voir Bobrovsky? Je sais pas, mais est-ce qu'il est capable? Je sais pas. Tu parlais de Wall. Il y a toujours en série l'histoire d'un gardien. Je crois que c'est un jeune gardien ou je crois que c'est une rédemption, ça se peut. C'est pas impossible. Ouais, mais sauf erreur, là, il est pas encore blessé un peu, Bobrovsky? Ah, peut-être un peu, mais il était sur le banc. Il était sur le banc, ouais. Je sais, mais en tout cas, je pensais qu'il soignait encore une blessure. Mais peut-être qu'ils n'ont juste pas confiance. Il faut dire que sa fiche en série n'est pas très reluisante, là, à part la fois où il a sorti Tampa Bay, justement, avec les Blue Jackets. Mais sinon, oui, peut-être. Là, surtout si les Panthers perdent le deuxième match à Boston, tu retournes en Floride, tu n'as rien à perdre. Là. C'est peut-être la chance de renvoyer ton vétéran plutôt qu'Alex Lyon, qui a si peu d'expérience. Enfin, ça se peut qu'on le voit. Il y en a combien de gardiens dans la Ligue nationale qui ont été acquis par une équipe sur le marché de l'autonomie ou un peu plus tard dans leur carrière, là, quand ils avaient connu leurs meilleures années?
et que ça a été profitable. Tu sais, qui ont été acquis, des gardiens acquis à gros prix, là, le gros contrat, t'es une super vedette de la Ligue nationale, Ouais, c'est une on bonne met sur question, toi, on place un gros pourcentage de notre masse salariale sur tes épaules, puis on y va avec toi. Je me souviens pas d'un exemple où je pense que c'est vraiment une position où il faut que tu sois capable de miser sur ton gardien prometteur quand il a 23, 24 ans, là, quand tu arrives dans son apogée, puis tu l'amènes jusqu'à l'âge de 30 ans, puis même s'il est encore... tu essaies d'en développer un autre, puis quand ton gardien arrive à 30 ans et quelques, là, mais c'est rare tu aussi. songes à te séparer de lui parce que ou à réduire sa charge de travail pour laisser la place à un autre. Mais c'est rare, les gardiens vedettes ne changeaient pas d'organisation. Tu sais, Price, Rinné, Lundqvist... si on recule, Brodeur, Roy... Est-ce qu'il est il y a 2 trophées Vézina, quand même. Il n'y en a pas beaucoup des gardiens qui ont 2 trophées Vézina, mais c'est vrai qu'il y a eu... Ses hauts étaient fameux, mais il a été peut-être plus inconstant que les gars que je viens de nommer au fil de sa carrière, mais quand même... Je veux dire, 10 millions par année. Là, si on le considérait à peu près l'équivalent de Carey Price à l'époque. Mais il n'y en a pas énormément. Mais tu sais, Jacob Markstrom à Calgary, ça n'a pas payé encore. Non, c'est pas arrivé. Puis Carey Price, le Canadien, c'est toujours dit, on n'a pas besoin de développer de Luongo à Vancouver, ça a failli marcher. Oui. Mais bon, ça prend toujours bien un contre-exemple. Là. Non, mais je cherche. Non, mais c'est intéressant. Je ne suis pas dans le jugement. D'accord. Je suis dans l'étalage de faits. Je cherche. Mais Martin, tu allais dire quelque chose? Ben ça, le cas de Price, il n'a pas été échangé, mais le Canadien n'a pas préparé de relève. On lui a donné le contrat faramineux alors qu'il arrivait sur la pente descendante commençait. Puis ce contrat-là, il fait mal encore. Là. C'est la position de gardien, ça devrait être comme la position de je vous riez de moi à chaque fois que je fais des comparaisons avec le baseball. Non, pas encore. Mais c'est vraiment... Ton lanceur partant, numéro 1. C'est pas parce que tu as 2 bons... Tu as 2 as qui sont parmi ton personnel de lanceur partant que tu n'essaies pas d'en développer le plus possible en arrière parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Puis quand ces gars-là coûtent trop cher, il faut que tu sois capable constamment de les remplacer. Puis le Canadien a dormi au gaz pendant des années là-dessus. Sélectionner des gardiens en 7e ronde puis pas s'intéresser à cette position-là alors que tu devrais toujours être capable d'en sortir un Mais contrairement aux lanceurs, c'est parce que tu n'as pas tant de postes non plus dans ton organisation. C'est pas évident. Tu vois des équipes jongler de plus en plus au cours d'une saison avec 3-4 gardiens, des fois maintenant, les blessures, le jeu. Ils se font frapper, ils sont de plus en plus blessés, les gardiens. Pas par choix nécessairement, là, juste parce que c'est ce qui est requis maintenant. Donc, j'ai l'impression que tu en as plus besoin. Il y a plus de postes qu'avant. Tu as besoin d'une plus grande profondeur devant le filet. Ton 3e est plus important aujourd'hui qu'il était il y a 15 ans. Ça, c'est clair. Tu peux arriver, il y a de fortes chances que tu arrives en série, tu as besoin de ton 3e. Tu peux jouer toute ta saison. On l'a vu à Vegas. Il y en a des 3e gardiens qui jouent là, en ce moment. Mais oui, Lyon, Brossois avec Vegas. Tu le 3e. Il était peut-être même le 4 puis le 5. Skinner, c'est le 2e, mais quand même... Donc oui, je pense que c'est une position à laquelle tu as besoin de plus de profondeur qu'auparavant. Avant, c'était du 60, 65, 70 matchs. Les gardiens, je ne vais pas dire se blessaient moins, là, parce que j'ai pas de données entre les mains, mais juste à regarder ça, tu dis, on dirait effectivement qu'il y en avait moins, qu'il y avait une moins grande rotation. C'est eux qui étaient présents en série. Là, tu as besoin d'avoir une profondeur. En tout cas, maintenant, tu as besoin d'avoir une profondeur. Mais ça, je pense qu'il y a... Écoute, les gardiens ne sont pas moins en forme, moins résistants. Je comprends que les équipes chargent plus le filet et tout ça, mais la charge de gardien numéro 1, dans la plupart des cas, a diminué beaucoup au cours des dernières années. Puis, je ne sais pas si c'est rationnel, honnêtement. C'est un peu comme les gérants au baseball. Tu as un gars qui est en train de lancer un match parfait ou un match en point de coup sûr. Puis là, il arrive en 7e manche, puis là, le gérant dit sans lancer. C'est les statistiques avancées. Fait que là, et là, le gars est en train de vivre un grand moment où dans son match, en parfaite condition, tout va bien. Puis là, parce que l'équipe des statistiques avancées ou l'équipe médicale dit non, il faut le retirer. Fait qu'on prive des athlètes de réaliser des grands moments ou des grandes performances. Juste sur la foi c'est ça, alors que c'est pas tout le monde qui est dans le même paquet. Alors, j'ai l'impression que la position de gardien, l'espèce de gestion du temps d'utilisation et tout ça... mais en même temps, il y en a tellement qui se sont blessés.
sais, Price, René, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas justement avantage à essayer de gérer le... Quand tu arrives à un certain âge, peut-être probablement dans la trentaine, là, mais il y a des contre-exemples à ça. Il y a Hellebuck encore cette année, gardien le plus occupé. Vasilevski, il joue beaucoup. Il joue beaucoup. Puis moi, Hellebuck, ça serait mon choix pour le Vézina si je votais cette saison. Puis tu sais, ça fait très très longtemps que c'est un des gardiens les plus occupés. Alors... C'est dur à dire. Ouais. Il y a à venir notre édition spéciale sur comment résoudre le mystère du développement de gardiens de but. Puis ça me fait penser, parce que tu disais, Martin, c'est quand la dernière fois qu'un gardien a été acquis à Grand Prix? On parlait de Bobrovski, là, qui a été acquis à Grand Prix, puis que ça a connu les meilleurs moments. Non, mais en termes d'argent, mettons. Ouais. Puis c'est de la méditation, on y reviendra peut-être une autre fois, mais je me faisais la réflexion... C'est les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley récemment, c'est jamais parce qu'ils sont allés chercher le meilleur joueur autonome à grand renfort d'argent. C'est rarement comme ça. Souvent, les plus hauts salariés des équipes championnes, c'est des joueurs qui ont été développés. Mais enfin, ça aussi, ce sera dans un épisode spécial subséquent. On emballe l'Est. Bon, tout le monde a pris les Rangers. Encore là, le cabotin. On a pris les Rangers. Je parle de moi à la troisième personne beaucoup aujourd'hui, mais je suis le cabotin. J'ai pris les Islanders dans la série contre les Hurricanes, mais c'est encore là, c'est de la... C'est la série que personne ne va regarder de toute façon. C'est ça. Donc, c'est pas grave. On ne saura peut-être pas qui va gagner cette série-là. On ne le saura jamais. Ouais. To Kopitar, he takes a look down low. One-timer, they score. It's Iafallo, the overtime hero, as the Los Angeles Kings steal Game 1 here in Round 1 against the Edmonton Oilers. Et on a tous pris les Oilers dans la série qu'ils opposent aux Kings. D'ailleurs, chronique, j'ai aimé, ça m'a beaucoup plu ta chronique. On a dit, tantôt il y avait de la magie sur le plateau, on a parlé en même temps, mais tu as écrit une chronique à laquelle j'avais pensé. Je me disais, parce que la meilleure façon de régler la guigne d'une équipe championne canadienne, c'est d'avoir deux équipes canadiennes en finale. Puis tu as écrit là-dessus. Puis les Oilers, j'étais étonné. Les Oilers, j'ai été étonné. Puis Alex, tu me faisais remarquer il y a quelques semaines que, tu sais, c'est une équipe qui a connu un certain succès en série récemment. Ils étaient en finale de conférence d'association l'année passée. J'ai comme tendance à oublier ça. Puis les Oilers sont plutôt bien cotés. On se l'a dit, c'est faux départ hier, mais je pense que c'est encore une équipe que plusieurs voient aller loin. Personnellement, ce sont mes favoris pour sortir de l'Ouest. Okay. Et puis... c'est pas parce que, bon, là, c'est sûr que ça part toujours mal quand tu échappes à un match, surtout que tu menais par 2 buts avec 8 minutes à faire. Là. Mais je pense que on en a parlé la semaine dernière, je pense, là, quand on parlait de Mathias Ekholm, de Vincent Desharnais, tout ça. C'est une équipe beaucoup plus complète qu'avant, qui est rendue stable en défensive, qui a un général qui est une présence rassurante et tout, et qui a bénéficié d'arrêt de Stuart Skinner durant la deuxième moitié de la saison surtout, alors que Jack Campbell avait une mauvaise campagne dans les jambes. Donc, le point d'interrogation est encore un peu devant le filet, mais sinon, pour le reste, c'est ça. C'est dans les années précédentes, on les voyait aller... En tout cas, moi, puis je me disais, ils sont bons, là, c'est beau, c'est magnifique, mais il manque quelque chose. Ils ne pourront pas gagner avec ça. C'est une espèce de géant au pied d'argile. Tu sentais que... Incapable de gagner un match 2-1. Non, c'est ça, exact. Puis tu sentais qu'il fallait juste des frappes ciblées pour le faire tomber, dans le fond. Il y avait beaucoup de poudre aux yeux dans tout ça. Là, j'en suis plus là du tout. Là. Je pense que c'est une équipe qui est vraiment mieux armée. Après ça, est-ce qu'ils vont être capables de s'en sortir contre les Kings? C'était l'année dernière, oui, demi-finale, mais ça a été 7 matchs. Contre Los Angeles, en première ronde encore, ils perdaient 3-2. Drew Doughty n'était pas là. Doughty n'était pas là. Oui, Draisaitl s'est blessé au 6e match, mais McDavid aussi a connu des séries comme on en a pratiquement pas vu là, dans la vie, ou en tout cas très, très peu souvent. Est-ce qu'il va être capable de répéter? Il va être bon, mais ce niveau d'excellence-là. Alors, tu sais, il s'en faut de peu, là, peu importe, entre une présence en demi-finale ou même en finale et un échec au premier tour. Des fois, la marge est excessivement mince, mais je pense qu'ils sont équipés pour veiller tard, comme on dit. Et puis, c'est une belle équipe, et puis je crois encore en eux, mais c'est ça. Peut-être, je voudrais pas dire qu'ils ont pris les Kings à la légère, mais ce match-là allait bien, ils l'avaient sous contrôle, puis ils ont levé la patte un peu. Ça n'a pas été une victoire des Kings, ce match-là. Ça a été une défaite des Oilers. Ouais. Ils avaient
tu donnes 6 avantages numériques à l'adversaire dans un match éliminatoire. Tu perds c'est une avance de 2-0, 3-1, 3-2 avec quelques secondes à disputer en troisième. Quelle passe d'Arvidsson à Philippe Danault là, sur le but égalisateur. La passe du revers saucé, comme on dit, là. Hein? Dans la passe la passe soulevée du revers d'un bord à l'autre de la patinoire. C'était fabuleux. Je trouve ça fascinant de voir Philippe Danault jouer un avantage numérique. Quelle idée! Et de voir Arthurie Lekonen jouer un avantage numérique au Colorado. Ben oui, puis ça marche. Puis ce sont de bonnes unités d'avantage numérique. Non, mais c'est que c'est... Ça marche. Ils sont donc bien bons. Non, mais ça démontre... Parfois, on a des choses dans notre cours qu'on sous-évalue. On part avec des idées préconçues, puis on se dit, bon, lui, il n'est pas bon dans ce rôle-là, puis on ne l'utilisera pas. Et il y a d'autres équipes il y a des compétiteurs qui sont plus innovateurs et qui ont l'esprit plus ouvert. Et c'est un bel exemple de ça. Il y a eu de la sous-utilisation, probablement, de joueurs. Et Philippe Danault était un joueur important à Montréal. Oui, puis il y avait des saisons de 50 points quand même avec le Canadien. C'est pas comme si il marquait pas beaucoup de buts. Là. On était plus dans le 12-13, mais c'est un moteur offensif. C'était le moteur offensif du meilleur trio à 5 contre 5 pendant 2 ans et demi. Pas juste à Montréal. Là. De la Ligue. Dans la Ligue. C'est comme s'il avait été identifié comme « t'es un bon joueur à 5 contre 5 », mais il a toujours refusé cette étiquette-là. Quand on disait le Canadien, à sa dernière saison, souvenez-vous, il avait commencé la saison au sein du 3e trio, là, comme s'il était même plus un bon joueur offensif dans l'équipe. Il avait fini sur le premier. Il a toujours refusé cette étiquette-là de dire non, à Montréal, j'ai pas à jouer à l'extérieur des 2 premiers trios. Sans compter qu'il est si bon défensivement aussi. Mais Nathan McKinnon avait déjà dit que c'était le joueur qui haïssait le plus affronter. Puis... Matthews aussi. D'après moi, McDavid, il doit commencer cette année. Ça doit être dans son top 3. J'étais bien quand il était à Montréal. De mémoire, la saison dernière, en série, les Kings n'avaient pas systématiquement opposé Danault à c'est toujours McDavid. Danault Kopitar, je pense. Là. Je pense que ça va être moins systématique, mais j'espère que cette année, ils vont y aller avec... ça peut compliquer la vie des Oilers beaucoup. Oui. Non, puis si Los Angeles réussit à passer, une des clés va sûrement... Philippe, hein? 2 ans plus tard, on s'en ennuie toujours. Lâche pas, Philippe. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? On va emballer l'Ouest. Bon, l'Avalanche, c'était assez consensuel. Les Jets, Alex, c'est ton... Mais non, moi, c'est pas aussi cabotin que le cabotin, mais... Non, c'est parce que moi, il y a des raisons qui expliquent c'est ça, moi c'est très... explique cette c'est sélection-là. Moi, je fais mes prédictions sur la base... série, Laurent Brossoit, Connor et Lebuck. Ouais, non, je comprends. En partant. Il n'y a pas photo. Là. Donc, juste pour ça. Puis les Jets, je vous l'avais dit, je pense, moi, c'est une équipe que j'aime malgré tout. Je pense qu'ils sont plus talentueux à l'attaque. Je pense qu'à l'attaque, puis devant le filet, ils ont l'avantage. Sur Vegas. Sur les Golden Knights. La défensive, c'est clairement Vegas. Mais non, tout est pour tout, là, quand on fait le compte. Ils ont beaucoup d'arguments. Ils sont talentueux à l'avant, sont gros, sont lourds, sont bâtis pour le jeu des séries. Ils ont de l'expérience aussi. C'est quand même un groupe qui va peut-être changer là, l'année prochaine et tout, mais qui a fait une demi-finale en 2018, perdu contre Vegas d'ailleurs, et qui a quelques parcours éliminatoires. Moi, je me rappelle la série Nashville-Winnipeg, 2e tour en 2018. Puis j'en avais couvert un bout à Nashville. Puis je pense que c'est parmi le hockey le plus spectaculaire, physique, robuste qui m'est donné de voir, complet, que j'ai vu de mes yeux vus. Et puis, il y a encore beaucoup de joueurs qui sont là. Morrissey a connu la meilleure saison de sa carrière, grande éclosion. Alors, honnêtement, Vegas, c'est pas une équipe en laquelle je crois beaucoup. Puis c'est même pas un upset, là. Ça serait même pas une surprise dans ma tête. Selon moi, à mon avis, ils sont favoris pour gagner cette série, même si c'est pas le cas des preneurs au livre. Ça reste une équipe imprévisible, les Jets. Exact. C'est le gros point d'interrogation. C'est ça. Ça fait quelques années qu'on a des attentes envers cette équipe-là, qui a un beau potentiel, qui a dû reconstruire au cours des dernières années sa brigade défensive et tout ça, qui a un bon gardien, qui est supposé d'avoir les outils offensifs, mais tu sais jamais d'une série à l'autre qu'est-ce qui va se présenter. Mais si tout tombe en place... Ça a été vraiment un bon départ. Puis ce qui me faisait dire ça aussi, c'est que on les sent, leur qualification en série... Au mois de janvier, ils étaient 3e dans la Ligue. Ils ont connu une 2e moitié de saison difficile. Oui. Puis tu sentais là, que c'était tendu dans les points de presse quand tu écoutais Bonus, puis tout ça, puis qu'ils couraient après leur qualification et tout.
Puis je sais pas, on dirait que je me suis dit, c'est très humain tout ça. Là. Colin, c'est fait, on est rendu, on est là, on est... Ben, c'est à ça que ça ressemblait. C'était mardi soir, là, le match? Mardi soir. C'était un peu à ça que ça ressemblait. C'est une équipe qui jouait c'est ça, décomplexé, décontracté. Puis dans l'Ouest, c'est un peu moins clair. Là. Il n'y a pas de Bruins, il n'y a pas de vieilles valeurs sûres comme Tampa. Il n'y a pas d'équipes comme les Rangers qui font peur aussi. T'sais. En tout cas, c'est différent. Là. Alors, c'est plus ouvert. Puis, je dis pas qu'ils vont se rendre si loin, là, mais c'est pour ça que je les ai choisis. Là, je ne serais pas surpris qu'ils sortent Vegas. Puis je regardais Pierre-Luc Dubois jouer hier, et ça va être beau en bleu, blanc, rouge. Quoique, il y a un peu de rouge quand même dans l'uniforme des Jets. Juste un mot vite sur... Parce qu'il y a une série où Martin, t'es isolé. C'est la série qui oppose le Wild aux Stars. Oui. T'as mis le Wild et je pense même dans justement les petits trucs qu'on a fait sur les réseaux sociaux, tu parlais déjà de Philippe Gustafsson, ou du moins tu disais que pour qu'une équipe soit une surprise, il faut que personne en parle. Oui. C'est le cas. Puis hier, c'était le premier match, je ne sais plus. C'était avant hier. Soir, ouais. Un truc pour les jeunes communicateurs lors du premier match. On ne peut pas se tromper. Gustafsson a été fumant, puis je sais que notre collègue Simon Crémer, qui était à la production de cet épisode et qui est un gars d'Ottawa, disons ça de même, ça y fait de la peine. Ça y fait de la peine, tout ça. Oui, ben écoute, le Wild, c'est une équipe qui est bien dirigée. J'aime la façon dont cette équipe-là est dirigée. C'est une équipe qui a toujours des bonnes intentions sur la patinoire, la façon dont elle joue. C'est une équipe constante. Puis je comprends que les Stars de Dallas ont une force de frappe. Robertson est un joueur extraordinaire. Je suis un grand admirateur de Rupee Hintz. Donc, Pavelski. Oui. Et là, Pavelski s'est fait blesser. Mais bon, ça a commencé avec quand même Philippe Gustafsson devant le filet du Wild, a signé une des meilleures performances de l'histoire pour un jeune gardien qui faisait ses débuts en séries éliminatoires. 51 arrêts dans ce match-là. Ça a été vraiment impressionnant et ça donne un bon coup. Je pense que si Pavelski ne revient pas au jeu, ça peut faire mal aux Stars. C'est un leader important dans cette formation-là. Et ma réflexion en voyant jouer Gustafsson, c'est un peu pour poursuivre sur le thème qu'on avait tantôt. Il faut faire attention quand tu as une équipe qui n'est pas bonne défensivement, une équipe jeune. Il faut faire attention avec l'évaluation des gardiens. Quand tu décides de laisser partir un jeune gardien qui était dans ton organisation, écoute, essaie de faire 2 ou 3 vérifications, essaie d'avoir la ceinture et les bretelles avant de prendre cette décision-là, parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on laisse partir. Puis, tu sais, Gustafsson a eu je pense, 27 départs en 2 ans avec les Sénateurs. À sa première saison, il avait été très, très bon. À sa deuxième, moins régulier, mais ça n'a jamais été une merveille défensive, les Sénateurs d'Ottawa. Non. Et là, Gustafsson est arrivé au Minnesota. Il y a eu beaucoup de départs. 2e meilleure moyenne d'efficacité dans la Ligue chez les gardiens qui ont eu 35 départs et plus. 931 de moyenne d'efficacité. Là, c'est costaud. Là. Oui. Et là, le Wild se retrouve avec un gardien de 24 ans qui semble en pleine possession de ses moyens puis qui va peut-être pouvoir devenir un ancrage pour plusieurs saisons. Ouais. Et pendant ce temps-là, tu tournes la tête, tu regardes à Ottawa qui a été chercher Cam Talbot. C'est beau vouloir monter une équipe et de la développer puis de la bâtir sur du succès, mais c'est la position clé. Et Pierre Dorion a laissé partir ce jeune gardien-là. Fait qu'il faut... je pensais à Caden Primo, notamment. Le Canadien l'a fait venir pour quelques matchs en fin de saison. Là, il a la chance de disputer des séries éliminatoires pour une 2e saison consécutive dans la Ligue américaine. Il faut que le Canadien fasse bien les vérifications avant de prendre une décision. Puis on va peut-être décider finalement que c'est Jake Allen qui doit partir au début de la saison prochaine pour dire là, on y va avec des jeunes gardiens là, parce que ça va. Jake Allen nous mènera probablement pas plus loin que les autres. T'es-tu surpris que ce soit pas Marc-André Fleury? Un peu.
Moi, pas mal. Mais ça en parle, ça en dit très long, ça, par exemple, c'est sur éloquent, le niveau de confiance de l'organisation. Non, puis pour revenir sur Primo, là, parce que ça m'intéresse Ça, pour ça lui vrai. arrive tout le temps à Fleury de se faire tasser en séries éliminatoires. C'est son karma. Un des meilleurs gardiens de l'histoire. C'est toujours lui, c'est comme on va y Aux aller Jeux avec l'autre. olympiques, On va y aller avec Ils ont l'autre. peut-être décidé de faire les choses à l'envers. Au lieu de lui donner le filet et de lui retirer, Ben, la ils vont- série, c'est ça. ils vont y aller C'est avec lui le qui va jeune. les amener à la coupe. Pense-y, t'aimes mieux avoir le gars d'expérience dans ta manche que de brûler le jeune, tu sais, que de brûler ton gars Peut-être, d'expérience, ouais, puis d'être peut-être. avec le jeune, puis de le mettre dans une situation. C'est pas une vilaine façon de c'est pas fou, penser. C'est pas ouais. fou. Mais juste pour finir sur Primo, parce que ça, c'est passionnant. Ça, c'est passionnant. Le reste. Mais c'est parce que c'est canadien, enfin. On a fait une Enfin. grosse parenthèse. Ça a été une C'est très Martin. longue parenthèse. C'est de la faute à Martin. Non, mais juste préciser que c'est ça. L'année prochaine, il peut. Et si le Canadien veut l'envoyer dans la Ligue américaine, il faut qu'il passe par le ballottage. Donc, il pourrait se passer un peu ce qui est arrivé avec Montembeault, dans le fond, en Floride. Avant de te le faire voler par une autre organisation. C'est ça. Et Parce que à quoi te sert Jake Allen C'est ça. foncièrement, tu sais. qui est blessé de plus en... Au-delà du fait que c'est la meilleure clip dans le vestiaire, là. Mais ça, c'est ton Ça, problème. c'est une grosse Tu perte. t'arrangeras avec Ouais, ça. C'est ça. Yeah. Bon, c'est bon. Oui. L'Avalanche, regarde, l'Avalanche, on en reparlera une autre fois. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on vous demandait, parce qu'on est en train de te construire un Dustin Penner au mètre. Oui. Et on va suivre tout au long des séries qui fait vibrer, qui fait bouger l'aiguille sur le Dustin Penner au mètre. Comprendre par là, il y a toujours un gars qui sort un peu de nulle part et qui connaît des séries d'anthologie, qui signe un gros contrat après et qu'on revoit. Qu'on revoit. On revoit plus. Non, ben, c'est pas toujours ça. Ça répète le Rafi Torres au mètre. Exactement, très bon exemple. Il y en a d'autres. Ouais, Fernando Pisani, ça c'est Ah bon. oui, On nous avec souffle, les on Oilers souffle l'oreille. en 2006. Alors, on a demandé via les réseaux sociaux. Les gens des réseaux sociaux sont venus nous voir. Ils étaient vêtus tout de noir. Ils avaient des verres Ben, fumés. Ils nous ont... Ils ont dit là, écoute, C'est le- ouais, c'est ça. Ils nous ont dit c'est comme ça que ça va fonctionner maintenant. Qui, selon vous, sera le héros obscur des présentes séries? Quelques réponses intéressantes. Noël Acciari, Guillaume, sur le book. Parce qu'évidemment, pas de réponse sur Twitter. Pas de réponse sur Twitter. Non seulement cette semaine, mais pour toujours. Noël Acciari des Maple Leafs. Guillaume, très bonne suggestion. Alex Lyon, David, sur le book. C'est un gardien. mal parti. C'est mal parti, mais ça commence. C'est bon. R.J. Hamburger, Jonathan dit, oui. mais ça, c'est un Ah bon, oui, ça, c'est un bon. succès souvenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a Philippe Michael Danault. Layton. Michael Layton, Ouais, des Flyers. C'est lui qui était le gardien jusqu'à quand ils sont rendus en Quand ils finale. sont en finale. en 2000. L'année d'R.J. Je pense que c'est la même année, en 2010, ouais. Maxime mentionne Philippe Danault et ça revient à quelques occasions. Je suis pas sûr que je le mettrais dans la catégorie obscure, par contre. Mais puis Lekonen aussi, ça revient, mais non, je suis pas sûr que je le mettrais lui aussi dans la obscure. Steve sur Facebook, Max Domi, qui a été qui s'est mis en Les évidence, Stars. qui s'est mis en évidence, qui s'est jeté sur Dumba après la mise en échec. D'ailleurs, la mise en échec. Si on parlait de Bunting tantôt, c'est pas la même chose. Enfin, moi, Non, j'ai revu plusieurs fois la c'est reprise. pas là. aussi salaud, là, Non. on s'entend. Là. Bunting, c'est délibéré. Là. C'est ça. Alors qu'il y a une notion. C'est un peu tard, la mise en échec de Dumba, Ouais, mais à part ça, ouais. c'est Faudrait que je la revoie, honnêtement. c'est pour l'épaule. Des bonnes suggestions, là. Toujours sur Book. Steve, Vincent Trocheck. Matt dit Jesperi Kotkaniemi. C'est intéressant. Très obscur, ça. C'est intéressant. Rogatien, Alexis Lafrenière, dans l'Est. Je pense que lui, il faudrait le mettre obscur. C'est un bon joueur de série. Il Ouais, il a était montré bon. la Ouais, l'an passé, saison il était dernière. bon, Il avait été très bon. Pierre-Marc, Dimitri Orlov, une bonne suggestion, ça aussi. Puis sur. Orlov a été le meilleur joueur des Bruins dans le premier match éliminatoire et ça fait quelques matchs des Bruins que je Il est regarde. très bon. Et c'est lui bon, le meilleur joueur ouais, des Bruins. ouais, Alors, absolument. je sais pas si on peut parler d'obscurité dans son cas. Ouais, t'as raison, c'est ça, c'est peut-être un peu loin. Puis sur Instagram, il y a juste quelqu'un qui mentionne le Cabotin, le seul à avoir prédit des victoires des Flyers. Ça veut dire que si les Flyers, pas les Flyers, les Panthers et les Islanders gagnent leur série de première ronde, je serai moi-même un héros obscur. Ben oui. Et plus bon à rien après l'année prochaine. Merci, c'était Pierre sur le Gram.
c'est beaucoup de travail. Hein, une première ronde des séries, c'est beaucoup de matériel. Le plaisir commence. Ouais, non, à peine. La semaine prochaine, on va sans doute avoir beaucoup de bonnes histoires. Et on verra si ce que les premiers matchs ont dicté, si ça tient C'est toujours. Moi, je prétends que... Non. Continue de prétendre que non. Mais juste pour revenir sur le Dustin Penner-Romètre, est-ce que vous aviez un joueur préféré dans ceux qui ont été nommés, des joueurs qu'on a oubliés, peut-être? Je me rappelle plus. Là, ceux que tu as Pas grave. nommés, Non, non. je donne J'ai rien l'occasion. à De dire toute là-dessus. façon, on va suivre ça tout au long des séries. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. On peut te lire, te voir et t'entendre sur toutes nos plateformes. Merci infiniment. Oui, mais peu sur Twitter, moins sur Twitter. Oui, c'est ça. Plus discret Ou sur pas. Twitter. Ouais. OK. Et Alexandre Gascon, notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Sais-tu, vas-tu aller à Laval un peu? Est-ce qu'on Laval sera au menu? On ne sait Je pas. sais pas encore. Là. Ben, pas ce soir. C'est excitant. C'est pas ce soir. Parce qu'à Kaden Primo, ça, c'est intéressant. Oui, Tout regardez. le reste... Parce que ça c'est pourrait secondaire. n'être qu'un match là, à Laval. C'est vrai, hein? Sur c'est- place, tu veux dire. Parce que la première Oui. ronde, c'est 3 de... C'est un 2-3. 2-3, c'est ça. Donc, premier match à Laval, puis les deux prochains à Utica, Le club école des Devils. Donc, j'allais le dire. oui. J'allais le dire. Mais anciennement des Canucks. Mais ça, j'allais pas le dire. et donc, si le Rocket perd 2 des 3 prochains matchs, ça sera terminé. Mais cela dit, c'est une belle ambiance à Laval. Ben, Je vais mais-en. faire un tour pendant Mais-en. les séries l'année Absolument. dernière. Là, c'était très agréable. Alors, à suivre, on verra bien. Un gros merci à Simon Crémer à la production de cet épisode. D'ailleurs, j'ai demandé à Simon de nous trouver l'extrait de... je me rappelle pas du nom de l'acteur, mais celui qui joue dans le film sur Maurice Richard. C'est Dick Irvin, l'entraîneur, Oui. Oui. qui dit « I don't want to see Maurice Ouais. tonight ». Il est là-dessus. See the rocket. I want the rocket. Je l'ai déjà fait, mais là, comme j'ai pas mon cachet UDA, je le garde pour moi. Mais on est là-dessus. On est là-dessus. Merci, Simon. Merci à Benoît Durand également à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Accrochez-vous. Couchez-vous pas trop tard. Et on se retrouve la semaine prochaine.